Dans cet épisode, nous partons en Amérique du Sud pour parler vélo, ou plus précisément d'ultracyclisme. Au même titre que l'on peut trouver des efforts très longs en course à pied au travers des ultra-trails, il existe des efforts similaires très longs en vélo, que l'on les réalise soi-même ou dans le cadre d'une course organisée. Nous avions d'ailleurs eu l'opportunité d'interviewer Zoubir et notre cher Olivier lors de leur expérience au Baquiman, Portugal. C'est cette fois-ci Yvan Bavard que nous avons eu le plaisir de recevoir à nouveau afin qu'il nous partage son aventure de plusieurs milliers de kilomètres et de dénivelé positif à travers l'Amérique du Sud et ce, en totale autonomie. Un récit comme une ode au voyage lent, à la découverte du monde et à l'introspection, au travers de paysages à couper le souffle et de rencontres aussi inopinées qu'enrichissantes. En espérant que cette histoire vous inspire et vous donne peut-être à vous aussi l'envie de partir à l'aventure. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, à ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir à nouveau un de nos premiers invités, Yvan. Yvan, bonjour. Bonjour à tous. Du coup, on te fera l'honneur de t'épargner le fait de te présenter, puisqu'on invite les auditeurs à écouter l'épisode 3, si je dis pas de bêtises, épisode qu'on avait consacré à l'Embrunman. Donc voilà, on invite tout le monde à réécouter cet épisode pour te découvrir. Et aujourd'hui, on est au complet du côté du PPTC. Messieurs, bonjour, Mélène, Joji et Thibaut. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas au complet. C'est vrai. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas tous retrouvés ensemble, effectivement, et on est ravis de t'avoir avec nous, Yvan, pour la deuxième fois. Donc. Yvan Bavard. Tout à fait. Parce qu'on a eu un autre Yvan. On en a eu deux, c'est vrai. effectivement. Prénom très commun sur le triathlon. Mais pas avec le même orthographe. C'est vrai. Et ça c'est important. Ça change tout. Mais l'idée, c'était de pouvoir échanger avec toi, parce qu'on a suivi un petit peu tes aventures sur la fin d'année. Une petite expédition. Le T de PPTC, c'est pour travel, c'est plus pour triathlon. Puisque t'as fait un tour de l'Amérique du Sud. Tu vas nous détailler un petit peu tout ça. Mais pour recouper un petit peu avec le premier épisode qu'on avait fait avec toi, qui était focus donc sur l'Embrunman, je crois que tu l'as refait cette année. Ouais, Comment ça s'est passé ? Ouais. Comment ça s'est passé, ouais. Ça a été... J'avais fait une bonne prépa. Franchement, j'étais bien en forme. Mieux que la première fois, parce que dans l'épisode précédent, c'était ton premier triathlon, si je dis pas de bêtises. J'avais fait une vraie prépa, quoi. Ouais, qu'on avait appelé le touriste de l'Embrunman. Justement, parce que tu étais allé comme ça, quoi. Non, et cette année, j'ai fait une bonne natte, malgré le fait que j'ai, comme tout le monde, pas beaucoup nagé, quoi. Donc je pense que j'ai trouvé le truc pour nager, pour bien nager sur ces distances-là avec pas trop d'investissement, on va dire. Ce qui est cool quand tu taffes à côté. Et après, en fait, je suis bien parti à vélo et ça a été très difficile tout de suite à vélo. J'ai fait une hypo dans l'Isère. Donc autant te dire que l'Isère, pour ceux qui connaissent pas, c'est avant la moitié du vélo. Et là, du coup, j'ai quasiment vu les étoiles. C'était infernal. C'était pourtant 2 jours. Hein ? C'était pourtant en journée. Ouais, je crois que t'étais pas prêt pour ça. C'est un peu tôt dans l'épisode. Non, je pense que j'avais mal géré a posteriori, hein, j'avais mal géré l'hydratation surtout et la chaleur, parce que il avait pas fait chaud du tout. Moi, j'étais sur Paris juste avant. Il faisait genre entre 15 et 20 et je suis arrivé là-bas, il faisait 35. Et je pense que j'ai mal dosé mes bidons et du coup j'ai fait hyperglycémie et hypoglycémie derrière. Et après, du coup, j'ai essayé de me remettre en fait. Donc il y a un moment, j'ai lâché complètement la course. Enfin, pas lâché. Je me suis pas arrêté, mais dans la tête, je me suis dit bon, t'essaies de te refaire et puis on verra. Donc j'ai coupé un peu l'effort. J'ai essayé de manger, de boire.
Et après, j'ai passé les horaires, j'ai fait la descente, j'ai continué à manger. Et au bout de, peut-être, sur le retour, là, au bout de 30 minutes, c'est revenu un petit peu. Donc ça allait mieux, j'ai continué à bien manger. En fait, il y a un moment, je me suis dit, vas-y, t'es en train de te refaire, sur Iron, t'es en train de te refaire du nippo. Et du coup, j'ai fait une bonne fin de vélo. Je pose le vélo pas loin des 20, tu vois, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Malgré tout ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, j'étais plutôt content. Et après, je suis parti à pied. Et là en fait, j'ai tenu peut-être je sais pas, entre 5 et 10 bornes. Et après, avec la chaleur, explosion complète, quoi. Et là, ça a été un calvaire pendant je pense 2 tours sur 3. Et le dernier tour, il y avait du monde sur le bord et tout. Je me suis remotivé et j'ai quand même bien fini, je pense. Enfin, honnêtement, on va dire. Mais voilà, c'était... Et le parcours Marat, il est en plus de... Il y a du dénivelé, non, c'est ça ? Il y a un peu de dénivelé, ouais, t'as une petite bosse à passer 3 fois, une fois par tour. Ok. Donc t'as, je sais pas, 300 de dénivelé ou quelque chose comme ça. Et surtout cette année, il faisait chaud. Et avec le Covid, les ravitaillements, c'était compliqué. On pouvait pas toucher ce qu'il y avait sur les tables. C'était écrit avant, on le savait, mais ça, c'est un truc qui était écrit depuis 10 ans sur l'Embraman. Et en fait, d'habitude, on pouvait, quoi. Donc là, on ne pouvait pas, il fallait attendre que quelqu'un serve. C'était la même règle pour tout le monde, mais juste moi je m'attendais pas à ça, quoi. Donc je pense que mentalement ça a été compliqué, quoi. Voilà. Donc tu t'attendais pas forcément à une épreuve comme ça, en tout cas dans ces conditions pour toi, mais t'as réussi à finir. Ouais, voilà. Tant bien que mal. C'est ça, j'ai réussi à finir. Correct, je pense que quand même au final. Ouais, chrono correct, mais cette année ça a roulé peut-être 10-15 minutes plus vite, il y avait moins de vent sur le retour, donc tout le monde a roulé, en gros, si tu regardes les chronos des mecs qui viennent tous les ans, tout le monde a roulé entre 10 et 15 minutes plus rapide que d'habitude, il y avait beaucoup moins de vent, et du coup, bon chrono, mais à relativiser aussi avec les conditions, quoi. Est-ce qu'on te réinvite l'année prochaine pour que tu nous parles à nouveau de l'Embraman ou... C'est pas sûr que je le refasse, on verra. Ça marche. Du coup, tu termines quand même dans les 30 premiers, non, c'est ça ? Je termine entre 30 et 35, je sais plus exactement, ouais. Mais voilà. Et en fait, cette année, il y avait beaucoup de densité. Il y avait beaucoup de densité. Il y avait pas mal d'amateurs avec les annulations des courses qui sont venus sur l'Embraman à mon niveau, on va dire, ou niveau pas loin. Et du coup, c'était assez dense, quoi. Parce que je fais à peu près le même chrono qu'il y a 3 ans et j'avais fait 22 ou 23, je sais plus. Au scratch, donc okay. Bon, à relativiser avec les conditions, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y avait plus de densité cette année. Ça marche. Ouais, très, très propre malgré tout. Malgré tout, ouais. Vu ce que tu racontes, c'est une bonne perf quand même. Enfin, tu restes content quand même. Je suis content d'avoir terminé parce qu'à un moment je me suis vu pas terminer. Voilà, j'étais content aussi de faire un triathlon parce que voilà, le contexte c'est compliqué pour tout le monde et tout. Donc il faisait beau, il faisait chaud, c'était sympa. Voilà, j'ai terminé ma course. J'aurais préféré, tu vois, finir dans les 20 ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, je reviendrai, on verra. Je sais pas. Je reviendrai. C'est beau. Citation d'un grand film. Mais aujourd'hui, si on te reçoit là ce soir, c'est plus pour que tu nous parles de ta fin d'année, de ton parcours. Je le disais un petit peu en intro. L'idée, c'était que tu nous racontes un petit peu ton expédition en Amérique du Sud. Avant de nous détailler ton parcours une fois là-bas, comment est-ce que cette idée t'est passée par la tête ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte ? Est-ce que tu étais accompagné ? Enfin voilà, comment ça s'est organisé ? Ouais, alors moi, ça fait quasiment 10 ans que je pense aller faire du vélo en Amérique du Sud. En fait, j'avais rencontré un mec il y a une dizaine d'années par hasard, un gars qui m'avait parlé du désert d'Atacama. Et du coup, c'était venu petit à petit, ça avait germé dans un coin de ma tête. Et en fait, cette année, j'ai changé de job là, cet hiver. Du coup, j'avais la possibilité de prendre quelques semaines. C'était en fait le bon moment pour y aller parce que là-bas, les saisons sont inversées, donc il faut y aller plutôt... les mois sympas, c'est de décembre à mars, en gros. Enfin, les mois où il fait chaud, quoi. Et c'est les mois moins sympas en Île-de-France, donc ça tombe très bien. Ouais, exactement, voilà. Mais du coup, voilà, une fois que j'ai passé des entretiens, et une fois que j'ai eu une proposition, j'ai fixé ma date de début, en fait, pour caler quelques semaines. Donc, en gros, du 10 décembre au 1er février, j'étais libre. Et donc, je me suis dit, c'est le moment d'y aller, quoi. Tout simplement. Et du coup, t'es parti combien de temps ? Et du coup, je suis parti un petit peu plus de 6 semaines. 6 semaines et demie. En full autonomie, tout seul ? Alors, je suis parti tout seul avec mon vélo, du coup. Et après, oui, j'avais du matériel, du coup, de bivouac. J'avais de quoi faire à manger. J'avais de quoi me couvrir quand il fait froid. Donc oui, full autonomie, quoi.
Et comment tu t'es organisé sur le parcours? C'était quoi le projet, traverser toute l'Amérique latine ou... Alors ça a été un peu, comme ça a été fait un peu en dernière minute en quelque sorte, du coup j'ai regardé un petit peu, je savais que j'avais à peu près 6 semaines, j'ai regardé où je pouvais partir du coup. Il y a un truc que je voulais faire depuis très longtemps, c'était la Carretera Austral, c'est la route qui traverse la Patagonie chilienne du nord au sud. Donc c'est une route qui a été créée par Pinochet, je crois, il y a peut-être 30 ans, et du coup c'est des paysages magnifiques. Enfin, j'avais vu des photos vraiment sans ça. Il y a les gens qui y vont, quand tu suis un peu sur Insta et tout, c'est vraiment super sympa. Du coup il y a ça que je voulais faire, donc j'avais coché ça, vraiment ça c'était sûr que je voulais le faire. Donc en gros la première solution c'était de partir de Santiago au Chili et de descendre un petit peu le Chili puis arriver à cette route. Et le deuxième truc que je voulais faire c'est la Bolivie, du coup l'Altiplano, le fameux Altiplano. Pareil parce que c'est des paysages qui ont l'air magnifiques et voilà, je trouvais ça ça me faisait vraiment envie d'aller là-bas en fait. Puis juste le Chili c'était pas assez du coup. Non mais c'est quand même des voyages qui sont assez loin et du coup tu prends l'avion, c'est des voyages longs et tout ça, donc je me suis dit quitte à faire je vais essayer de faire les deux. Et du coup j'ai regardé sur la carte, j'ai essayé de me renseigner vite fait parce que j'avais pas vraiment beaucoup de temps, mais en fonction des prix des billets d'avion aussi, du coup j'ai pris un billet pour La Paz en Bolivie, un billet aller du coup, et j'ai pris un billet retour depuis Ushuaia, donc le sud de l'Argentine, à la base en me disant voilà, je veux faire la Bolivie, je veux faire la Carretera Austral. Après il y a des trucs sympas à voir, genre traverser un peu les déserts en Argentine, et si j'ai pas le temps au pire je prendrai un bus et puis voilà, on verra quoi. Ouais, donc t'avais ton point de départ et ton point de chute, et puis après tu vois comment ça pédale quoi. Ouais, exactement. Du coup là, en termes d'équipement, quand t'as voulu partir, tu traverses différents paysages, enfin différentes températures, différentes. Comment t'as fait pour te préparer au mieux? Ouais, pardon. En termes de matériel, tu dois avoir des trucs chauds, des trucs très froids. Ouais, exactement, parce que l'Altiplano, en gros, c'est 4000 d'altitude. Je suis passé à quasiment 5000 à vélo, donc en fait, quand il pleut, c'est comme les orages en montagne, quoi. Ça pardonne pas, en quelque sorte, donc il faut être vraiment équipé. Et après, les déserts en Argentine, en gros, il fait chaud, quoi. Il fait 40 degrés, t'es là avec ton vélo. Faut que tu galères à trouver de l'eau et tout. Du coup, en gros, j'ai pris une tenue d'hiver, une tenue d'été, quoi, tout simplement. Et du coup, tenue d'hiver, c'est comme quand tu vas rouler en chevreuse ici à Paris, quoi. Tu mets un long, moi, j'avais des petites surchaussures là qui vont sur le bout des chaussures. En plus, des vraies surchaussures de dessus. Une paire de chaussettes chaudes. Et puis après, voilà. J'avais un cuissard, je vais pas tout balayer, mais en gros, ce que tu mets quand tu vas rouler, quand il fait froid, quoi. Après, à 5000, il peut faire un peu plus froid qu'en chevreuse, j'imagine, quoi. Ouais, alors. Ça grimpe la chevreuse, quand même, attention. Ouais, c'est un peu comme quand tu vas au ski, finalement. Mais du coup, là, en fait, là-bas, t'as 2 saisons. T'as une saison sèche, une saison plutôt humide. Et là, du coup, c'était la saison humide où, normalement, il fait moins froid. Du coup, normalement, ça descendait pas en dessous de -5 la nuit. Sachant que la saison sèche, ça peut descendre jusqu'à -20, si j'ai bien compris. Du coup, normalement, statistiquement, tu vois, j'avais pas non plus, je partais pas pour du -20 ou des trucs vraiment très froids, quoi. Tu pars sacrément, du coup, équipé quand même, parce que entre les affaires d'hiver, le duvet, la tente, ouais, c'est ça. T'avais une tente aussi, ouais, c'est ça. Et ça fait vite pas mal de matos, ouais. Donc, ça, après, en fait, au fur et à mesure que tu voyages à vélo, tu prends vite l'habitude de minimiser ce que t'emportes. Parce que t'avais déjà fait du bikepacking. Du coup, j'avais déjà fait, tu sais, on appelle ça bikepacking, mais en fait, moi, j'ai commencé à faire du vélo il y a un peu plus de 10 ans. Avec des potes, on était allés en Ukraine à vélo, quoi. Et à l'époque, j'avais un VTC, j'avais des grosses sacoches. Donc, le bikepacking, ça n'existait pas. C'est un concept un peu nouveau, quoi. C'est un peu marketing sur un terme sympa derrière, quoi. Exactement, quoi. Mais du coup, l'idée, c'est de voyager à vélo, quoi, et avec ton matos pour pouvoir dormir un peu où tu veux, en fait. Et du coup, j'avais fait ça il y a quelques années où on faisait peut-être 70 km par jour. On avait des vélos, moi j'avais un vieux vélo gitane, le truc entrée de gamme, c'était vraiment de la merde, quoi. Incroyable, ça. Ouais, du coup, j'ai fini par casser le cadre, tu vois. Comme quoi. Ouais, mais t'appuies trop fort sur les pédales. Je sais pas où je suis trop lourd. Pourtant, c'était un vélo en plomb, donc. Non, et tu vois, du coup, c'était vraiment à l'arrache. Mais petit à petit, du coup, j'ai fait d'autres voyages après à vélo. J'étais allé un petit peu en Alaska il y a 2 ans.
Et petit à petit, en fait, tu affines un peu la liste de matos dont tu as besoin, comment t'aimes ou t'aimes pas être confort. Voilà, moi je sais que, tu vois, j'ai une tente, un duvet, j'ai quand même un peu de matos. Il y a des mecs qui voyagent avec moins. Il y en a d'autres qui voyagent avec plus, c'est un peu chacun son truc, tu vois. Ça pèse quoi ton package global? En gros, avec le vélo et tout le matériel, j'ai réussi à tout faire rentrer dans un carton dans la sous Air France, donc moins de 23 kilos. Ah, nous, on connaît un mec qui a fait le Biking Man, je sais pas combien il avait quand il est parti, mais sur une semaine. Toi, Olivier? Moi, mon vélo, à la pesée, là, la veille du départ, j'étais à 17 kilos déjà. Je partais que sur 5 jours. Hein. Donc, après, c'était comme tu disais que 5 jours et en plus, tu dormais dans des hôtels de luxe. Donc, t'avais pas besoin de prendre beaucoup de trucs, quoi. Ouais. Les gens croient à cette histoire. Non, mais par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, sur le premier, tu sais pas de quoi tu vas avoir besoin. Et c'est vrai que toi qui fais ça depuis très longtemps maintenant, effectivement, je pense que tu pars beaucoup plus léger. Moi, j'avais prévu toutes les possibilités imaginables en termes d'équipement, trucs que je m'en suis jamais servi. Donc, effectivement, je pense que tu peux t'alléger au fur et à mesure de tes expériences. Le peignoir était fourni à l'hôtel en plus. Oui, c'est normal en fait, parce que petit à petit, tu vois ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin, et on n'a pas tous besoin des mêmes trucs en fait, selon le confort que tu veux, tout ça. Donc, au final, c'est à chacun de se faire un peu sa liste. Et voilà. Mais je sais d'ailleurs que tu étais un petit peu derrière l'organisation du Biking Man de Wilfried et moi, dont on a parlé dans un autre épisode, qu'à chaque fois que Wilfried te disait faut prendre ça, tu disais mais il n'y a pas besoin, ça va être trop lourd. C'était un peu la réponse classique. Donc, ouais, parce qu'en vrai, sur des grandes distances comme ça, Biking Man ou bikepacking ou quoi, en fait, tu sais, le poids, c'est vraiment ton ennemi, quoi. Donc, faut faire le ratio entre ce que tu emmènes en termes de poids et de volume et ce que ça va t'apporter derrière, quoi. Et le vélo en lui-même seul, t'as essayé d'optimiser du coup, j'imagine, le poids du vélo Pas tant que ça en fait, parce que là je voulais surtout des trucs solides. Et en fait, j'avais réussi à choper un cadre gravel en acier là, cet été. C'était pas prévu pour ça, mais je m'étais dit, j'avais ça au coin de la tête. Je me disais, si j'ai besoin, je veux que mon vélo soit prêt. Et du coup, je l'ai monté après avec plutôt des trucs un peu résistants, tu vois. Par exemple, t'as pas pris des roues carbone, quoi. J'ai pas pris des roues carbone. J'ai mis des freins à disque et j'ai mis des tirages à câble parce que je voulais pas m'emmerder avec de l'hydraulique, parce que c'était un problème avec une durite au fin fond de l'altiplano. En fait, t'es foutu, quoi. Ouais. Et même tu vois, j'ai cherché des chambres à air en 28-32 en Bolivie. J'ai mis 3 jours et 3 villes avant de les trouver, quoi, parce que là-bas en fait ils font pas de vélo, donc en fait ça existe pas, tout simplement. Comment tu fais pendant 3 jours du coup? Du coup tu galères avec des crevaisons lentes, avec t'attends ton livreur Amazon. Ouais. Dans le désert comme ça. Là, t'avais quand même un peu de backup au niveau des chambres à air, là, je suis parti avec 2 chambres à air de Rab. En vrai, c'était pas assez. Et du coup, j'en ai racheté et à la fin, j'en avais 7 de Rab. Du coup, tu vois, j'étais prêt à tout. Voilà. J'étais prêt pour toutes les éventualités. Ouais. Moi, déjà en chevreuse, j'en prends 2. Donc, Du coup, t'étais en gravel, quoi. Type gravel. Du coup, ouais, en fait, gravel, en fait, j'avais du coup un vélo, tu vois, robuste en acier. C'est, je pense, un peu plus confortable. Et j'ai mis des pneus en 32. J'avais pas mal hésité sur la taille des pneus. Et en fait, tes gravel, souvent, ils mettent des pneus assez larges. Le problème des pneus assez larges, c'est dès que tu fais un peu de route, t'avances pas. Dès que tu fais un peu de goudron, quoi. Donc, faut trouver le compromis entre ce que tu fais de piste et ce que tu fais de route. Et là, du coup, j'avais 2 pneus de 32 et j'avais pris un pneu de rechange, un vieux Conti que j'avais en 25, je crois, dont je me suis pas servi. Si c'était à refaire, je pense que je prendrais un gros pneu, tu vois, en 38 ou en 40 pour mettre devant, pour passer vraiment les pistes compliquées. Parce qu'il y a des fois où j'ai crevé, j'ai pincé en fait, et je pense que avec un gros pneu, ça me serait pas arrivé. Mais voilà. Juste pour mettre à l'avant, quoi, en fait. Ouais, juste pour mettre à l'avant, ouais. pour les pistes. Ouais. Pour les zones de piste où, tu vois, en Bolivie, j'avais 500 km de piste où t'avances pas trop, donc c'est plusieurs jours, et du coup, ça vaut vu le temps que j'ai perdu avec les crevaisons, je pense que ça vaut le coup d'avoir un ou 2 pneus en plus, quoi. Et ta proportion piste-route, c'était quoi à peu près sur l'ensemble du parcours? Sur l'ensemble du parcours, je pense que c'était peut-être 25% de piste et 75% de route. Faudrait que je recompte, mais en fait la Bolivie c'était l'inverse, c'était quasiment 75% de piste et 25% de route.
Après, je suis passé en Argentine où là c'était tout goudronné, enfin quasiment tout le long. Et après au Chili, sur la Carretera Austral, je m'attendais à avoir de la piste. On m'avait dit ouais, c'est genre il y a 100 km de goudron et en fait ils goudronnent petit à petit la route. Et du coup, moi j'en ai fait les 2/3 et j'ai eu sur les 800 bornes, j'ai eu peut-être 100 bornes de piste. Et du coup, j'en profite pour ceux qui s'intéressent, la Carretera Austral. Ils sont en train de goudronner petit à petit toute la route et du coup, ça perd un peu de son charme en quelque sorte. Donc, si vous voulez y aller, dépêchez-vous. Par contre, il y a des segments à aller chercher du coup. Par contre, il y a sûrement des segments à aller chercher pour ceux que ça intéresse. Ouais, si tu veux un com en Amérique du Sud, c'est pas mal. Faut attendre un petit peu. Exactement. Et du coup, au-delà de ton matos, comment ça s'est passé un petit peu l'adaptation, ton arrivée sur place, le lancement un petit peu de ton aventure j'ai un petit peu suivi parce que tu mettais pas mal de choses sur Strava au début de ce que j'ai vu, et dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu roulais un petit peu moins, tu faisais un petit peu moins de bornes, un petit peu moins d'amplitude horaire au début que sur la fin. T'as eu un petit peu de mal à t'adapter? Ouais, en fait, du coup, je suis arrivé à La Paz en Bolivie et c'est en altitude, c'est entre 3006 et 4000. En partant de Paris, du coup, j'ai pris un gros tir en arrivant. C'est quasi le Mont Blanc, quoi. Bah ouais, c'est quasi ça. Et puis, tu vois, donc mal de crâne, fatigue et tout. Rien que monter un escalier les 2-3 premiers jours, c'était compliqué. Donc je suis resté 2 jours là-bas. Du coup, j'ai fait un peu de tourisme, j'ai visité et tout. Et après, en fait, j'étais encore un peu fatigué, mais je me suis dit, je vais partir et faire des petites journées, en fait. Et puis on verra comment ça se passe, quoi. Mais du coup, je pense les 5-6 premiers jours, le moindre pont d'autoroute, c'était un calvaire. Mais genre, je pensais pas que ça pouvait faire ça, en fait. Je me disais, ouais, je suis un peu entraîné et tout, machin. Bienvenue dans notre pot. Non, mais là, vraiment, c'était un calvaire. Et après, du coup, en arrivant dans le sud, sur les endroits où il y avait de la piste, il y a des moments où j'étais obligé de pousser, quoi, parce que entre l'altitude, la fatigue et tout, et l'acclimatation, c'était vraiment dur, quoi. C'est la Bolivie qui avait réussi à battre l'Argentine quand ils avaient joué chez eux, curieusement. Ouais, c'est leur spécialité. Les joueurs de foot, ils arrivent à 18h si le match il est à 20h et ils repartent juste après, justement pour pas avoir le temps d'avoir mal au crâne, etc. Donc effectivement, il y a l'air d'avoir une petite préparation. Et du coup, en termes de petites journées, tu faisais quoi Combien de bornes? J'ai commencé, tu vois, le premier jour, je pense que j'ai fait 4 heures. J'ai fait 4 heures, le deuxième, j'ai dû faire 5-6 heures. Donc petit à petit comme ça, et je sais que moi je peux faire 8-9 heures par jour, tu vois, donc j'ai fait progressivement, j'ai allongé progressivement. Et est-ce que tu es passé par la fameuse route de la mort en Bolivie? Non, mais en fait ça c'est un truc plus de VTT. Oui, en fait ils te montent, je pense qu'ils te montent en VTT et après ils te font faire juste la descente. Ouais, c'est une route qui était empruntée avant en fait par des camions, mais qui étaient hyper dangereuses et énormément d'accidents, donc maintenant elle est plus couverte, je crois, ça doit être au VTT, un truc comme ça. Mais... En tout cas on m'en a parlé parce que c'est un truc à faire autour de La Paz. Ouais, mais je pense qu'effectivement avec ton gravel ça aurait été peut-être un petit peu technique. Et du coup au total combien de journées t'as roulé J'ai roulé du coup quasiment 6 semaines au total, avec peut-être il y a peut-être du coup une semaine, 7 à 8 jours de pause entre guillemets. De détour en bus pour passer les frontières et tout, et du coup j'ai dû faire 5 fois 7 jours de vélo, quoi. Toujours un petit peu dans les campagnes du coup, où tu réussissais à croiser des gens? Comment ça se passe un petit peu, parce que du coup t'es parti tout seul, c'est quand même un truc un peu particulier. Tu t'essayais du coup de trouver des gens ou être à proximité d'une ville le soir, je sais pas, au cas où, ou ça même pas besoin? Ça dépendait des jours. Tu vois, le premier jour, je voyais un orage arriver. C'était mon premier jour et tout. Du coup, je me suis posé dans une ville. Et après, c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir avec une tente et tout, de pouvoir un peu se poser en dehors des villes. Donc ça, c'est quand même sympa. Tu peux trouver des spots de bivouac qui sont cool. Et c'est un truc que j'aime aussi, moi. Du coup, je cherche pas forcément à rester dans les villes. Après, au bout de quelques semaines, quand on a un peu marre, t'es content de voir des gens aussi. Et du coup, en fait, c'était assez mixte finalement. Je pense que j'ai fait pas mal, je me suis posé pas mal de fois à l'extérieur des villes, et je me suis posé aussi de temps en temps en ville, pour t'es content d'avoir un hôtel, une bonne douche, un bon resto, tu vois, ça change un peu du plat de pâtes que tu te fais au bord de la route, quoi.
C'était en fonction un petit peu de tes envies du jour, quoi. Tu t'adaptais un petit peu. Ouais, tout à fait. T'avais pas je sais pas, un nombre de kilomètres par jour que tu t'étais fixé ou, enfin, je sais pas, début de la semaine, ouais, voilà, tu t'es dit, il faut que j'arrive là ce soir, etc., etc. Ouais, non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, j'aime bien prévoir un peu au jour le jour. Et tu vois, trouver des coins. Tu vois, quand j'ai envie de me poser, en fait, ou le soir, je regarde un peu des coins qui ont l'air cool. J'utilise pas mal une appli qui s'appelle iOverlander. Je sais pas si les voyageurs ils connaissent. En fait, c'est une carte un peu collaborative où tout le monde met des points d'attention. Et du coup, les gens ils renseignent des spots de bivouac, par exemple. Un peu comme Mapster, non? C'est un peu le même. C'est un peu la même idée, tu vois. Comment s'appelle l'application? iOverlander. Ok. Très bien, c'est noté. Et ça, pour ceux qui voyagent, je l'ai jamais utilisé en Europe, mais je sais que ouais, en Amérique du Sud, c'était bien renseigné, notamment par tous les Nord-Américains qui l'utilisent et qui étaient passés là. À vélo ou en van ou n'importe quel moyen de transport en fait, et les gens ils renseignent et du coup ça permet de prévoir un peu quand t'as 15 ou 17 heures tu veux te poser, tu regardes tiens à 20 bornes j'ai un spot qui a l'air cool, je vais aller jusque là puis je vais me poser là quoi. Et ça permet aussi d'anticiper les points d'eau, ce qui était cool en Argentine parce que dans les déserts quand il fait chaud et tout t'as besoin d'eau et il y a une fois où j'avais mal anticipé le truc et je me suis retrouvé à 17h à devoir faire 80 bornes pour récupérer de l'eau quoi. Et là t'es pas très content. Et tu partais avec combien de litres par jour? Sur toi? Sur moi je pense le plus que j'ai fait c'est 7 litres. Donc ça commence à faire. Oui, surtout quand tu dis que le poids est ton pire ennemi. Ça fait pas mal de poids, ouais, c'est sûr. Ouais, ça fait du poids. Et... Si tu prévois pas, au final. Mais en vrai, voilà. Là, t'es en full autonomie. Toi, Olivier, quand tu fais le biking man, tu restes quand même dans des zones proches de zones. Tu trouves quelque chose toutes les 2-3 heures maximum. Ouais, voilà. Là, tu traverses une partie désertique. Si t'es tout seul, sans assistance, qu'il y a personne qui passe. C'est exactement ça. Et puis ça devient dangereux quand même là. Ça peut devenir dangereux. Et puis là la saison, c'était fin de saison sèche, début de saison humide. Du coup, toute l'Argentine, là, tout le nord, en fait, toutes les rivières étaient à sec. Du coup, il fallait vraiment aller de ville en ville quoi pour choper de l'eau. Et du coup, fallait pas se planter. Ouais. Et les gens, ils étaient pas un petit peu interloqués de te voir passer? Il y a personne qui t'a arrêté pour te demander ce que tu faisais là? Parce que les photos de ton vélo, c'est que tu sens que le mec, il est là pour faire des kilomètres, quoi. Alors, je pense qu'il y a pas mal de cyclistes qui passent, qui font l'Amérique du Sud à vélo. En fait, ils ont l'habitude, quoi. C'est un truc assez courant, ouais. Là, peut-être cette année, il y en avait moins, notamment en Bolivie et tout, avec le Covid. Enfin, cette année, l'année d'avant, il y avait, les locaux que j'ai rencontrés, ils m'ont tous dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais les années d'avant, je pense que tu en as vraiment beaucoup qui se baladent là-bas. Et du coup, les habitants, ils ont l'habitude d'en voir, en fait. Et par contre, en Argentine, les gens, ils m'arrêtaient souvent, plus parce que je pense qu'ils avaient l'habitude de voir des cyclistes, mais pas forcément plus des grosses sacoches, quoi. Du coup, ils me demandaient souvent d'où je venais, où j'allais. Donc là, il y avait un petit peu plus de contact, on va dire. Tu parles espagnol? Je parle pas espagnol. Du coup, j'avais Google Traduction avec moi et j'ai appris quelques mots. Au début, je comprenais pas, puis après, en fait, ils me demandaient tous la même chose, donc t'apprends quelques répliques, tu vois. D'ailleurs, pour poursuivre ton parcours, tu dis que t'avais Google Traduction, donc t'avais un téléphone, mais tu devais pas toujours capter, ou t'avais une carte avec toi, ou pas de batterie. Ou pas de batterie, ouais, ça peut arriver. Du coup, en fait, au début, je m'étais dit, je vais faire avec les Wi-Fi des hôtels ou dans les offices de tourisme, t'as souvent des Wi-Fi ou quoi. Mais en fait, en Bolivie, ça n'existe pas, et même dans les hôtels, ils n'ont pas de Wi-Fi. Du coup, j'ai vite galéré en fait avec ça. Et finalement, ce que j'ai fait, mais à la fin de la Bolivie, c'est acheter une puce locale. Ça coûtait vraiment pas cher, avec du prépayé, des crédits prépayés. Et en fait, j'ai refait ça après en Argentine, au Chili, et je pense que c'était ça la bonne solution. Du coup, c'est quand même plus rassurant de pouvoir accéder à la map. Ouais, c'est exactement ça en fait. Enfin, à tout moment. Quand t'as pas préchargé ou quoi, que tu veux changer un peu d'itinéraire et que tu peux pas charger des cartes, en fait, ça peut être vraiment galère, quoi. Parce que t'avais quand même ton GPS avec ta trace que tu devais suivre, ou tu suivais les panneaux, tu faisais comment? Alors les panneaux en Amérique du Sud, il y a pas non plus. Décidément, pas grand chose. Non, et sinon, j'ai essayé d'utiliser un peu Komoot, mais souvent l'info était mal renseignée dedans. Donc j'ai pas mal galéré avec. Et sinon, comme c'était des zones avec pas trop de villes et pas trop de routes, en fait c'était assez facile même avec Google Maps de se déplacer, quoi. Donc finalement j'avais préchargé des cartes avec Komoot. Je regardais dessus parce que du coup ça me permettait de les avoir en ligne. Mais et sinon iOverlander en fait c'est une carte et du coup j'étais souvent dessus, quoi.
Mais ça, je suis au milieu du désert, donc c'est à gauche. Ça doit être une partie stressante quand même. Enfin voilà, de s'orienter parce que tu vois, si t'es lancé dans une zone vraiment aride, sans personne, et que tu peux te tromper. Ouais, prochain rond-point dans 1200 km, c'est un peu embêtant. Non, mais en fait, c'est ça. Enfin, tu vois, tu peux te retrouver vraiment en galère, quoi. Prochaine route à gauche et qu'il y a que des cailloux. Putain. Ouais, je pense que ce serait un truc stressant ça m'est arrivé une seule fois en fait de me paumer un petit peu, tu vois, et c'est parce que j'avais pas réussi à précharger la carte avant. Voilà. Mais sinon l'Argentine, en fait, j'ai suivi la route A40. C'est une route qui va du nord au sud, qui traverse toute l'Argentine, donc en fait c'était un truc assez fréquenté, on va dire, par les vacanciers. T'as plein de gens qui viennent même en moto ou en van faire toute la route. Et du coup, t'avais quand même quelques panneaux et t'avais pas suffisamment d'intersections pour se perdre, quoi. Donc les seuls endroits où c'était un peu compliqué, c'était en ville. Mais du coup, là, j'avais tout le temps de la 4G ou tout le temps de quoi capter pour me repérer. Ça, c'était en Argentine, mais du coup, dans les autres pays, c'était un peu plus Chili, c'était un peu le même topo, et Bolivie, j'ai plus galéré, ouais. J'ai plus galéré parce qu'il y a moins de panneaux, j'avais pas encore de connexion. Et ouais, il y a un jour où je voulais aller au sud et en gros j'avais la carte, mais je savais pas j'avais pas la carte exactement à cet endroit-là. Donc je me suis paumé, j'ai perdu presque une demi-journée à essayer de retrouver mon chemin et tout, donc un peu galère. Et c'est comment en termes de topographie, c'est plutôt du dénivelé ou ça se passe comment? En fait, l'altiplano, a priori c'est à peu près plat. Mais après, le sud de la Bolivie, tu as une région magnifique qui s'appelle le Lipèze. C'est un truc qu'on voit souvent en photo avec des flamants roses, avec des lagunes et tout, et c'est ça que je voulais voir aussi. Et là, pour le coup, c'est plutôt vallonné, ouais. Donc là, en fait, tu passes des cols, c'est pas très pentu, tu vois, c'est genre 3-4%, mais c'est de la piste, c'est entre 4000 et 5000, et il y a du vent, et du coup c'est vraiment dur. Et donc ça, c'est pour la Bolivie. Et après, Argentine, quasiment plat, tu vois. La route A40 que j'ai prise, en gros, quand t'as 500 mètres à 3%, t'as un panneau pour te dire que attention, ça monte. Et du coup, là pour le coup, aucune difficulté. Et finalement, au Chili, pour le coup, là, c'était plus vallonné. Parce que c'était une route qui était, je pense, compliquée à construire. Et du coup, ils ont taillé ça un peu comme ils pouvaient. Et du coup, des fois, t'avais des petits murs bien sympas, quoi. Tu finis avec combien de dénivelé sur l'ensemble des 6 semaines? Je crois que j'ai pas regardé. En gros, je pense que j'avais peut-être entre 1000 et 1500 par jour. Donc, tu vois, sur 200 bornes, c'est pas beaucoup. Et les grosses journées, je devais avoir peut-être 2005, mais finalement, il n'y avait pas tant de dénivelé que ça, quoi. Ouais, mais mis bout à bout, avec le poids du vélo. Et combien de bornes au total? Tu les as, les bornes totales? J'ai autour de 6000 bornes, ouais. Okay. Ouais, 1000 bornes par semaine, c'est pas mal. C'est ce que j'avais prévu au début en plus. C'est correct. Moi, je reviens juste sur un truc parce que un de mes gros stress, tu vois, je prends la voiture pendant 2 heures avec mon GPS, c'est de plus avoir de batterie et d'être perdu. Comment tu faisais pour recharger tout ton équipement? T'avais un moyeu dynamo, tu partais avec 15 000 powerbanks, des petites powerbanks solaires ouais, aussi. Du coup, j'avais regardé ça et en fait, j'ai pris des powerbanks comme vous aviez pris au Backing Man. Du coup, j'avais une grosse de 10 et après j'avais, je sais pas, 3 ou 4 petites que je rechargeais. Et en gros, si je tirais vraiment, j'avais peut-être une semaine d'autonomie. Parce que j'ai juste mon téléphone à recharger tous les jours. Après, j'ai le compteur Garmin, pour le coup, c'est un truc qui consomme pas beaucoup. Et si j'avais plus de batterie, en gros, j'essayais de me trouver une ville pour recharger, quoi. Donc, en fait, finalement, le jour où t'as plus de batterie, tu le sais, et tu cherches une ville. Ouais, t'anticipes un petit peu, tu t'arrêtes et tu repars. Un petit peu, voilà. Au pire, tu te fais un resto, tu demandes à recharger. Donc, une petite recharge solaire, ce serait pas mal quand même aussi. Ça marche pas super bien. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ça marchait okay. Pas terrible. Après, peut-être que ça a changé, mais en tout cas, moi, quand je m'étais intéressé, ça marchait pas trop. Puis sur le vélo, je pense que c'est peut-être chiant à gérer. Je sais pas où tu le mets. Peut-être derrière. Je sais pas sur trop. Le sac à dos, un truc comme ça. Ouais. Enfin, sur la sacoche. Ouais. Et t'as roulé de nuit un peu? Non, j'ai roulé 2 fois de nuit parce que j'étais en galère pour trouver à dormir. Mais sinon, comme c'était l'été et que en gros le jour se levait tôt et se couchait tard, j'ai quasiment pas roulé de nuit, quoi. Parce qu'il y a aussi un sujet en Amérique du Sud, en tout cas dans mon imagination, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est la circulation.
Et c'est le côté sécurité sur la route. T'as été un peu embêté, poussé. Comment ça s'est passé? Ouais, bah alors là, effectivement, c'est pas du tout la même chose que chez nous, quoi. Enfin, tu vois déjà les voitures et tout, comment elles sont. Enfin, c'est un autre monde, quoi. Et du coup, tu te fais petit sur le bord de la route, quoi. En gros, en plus, tu roules pas non plus très vite, donc. Moi, en tout cas, si je sentais qu'il y avait un truc qui me convenait pas, je me mettais sur le bord. Enfin, tu vois, il y a pas eu de soucis. Souvent, il y avait pas beaucoup de trafic en Argentine notamment, et quand il y avait du trafic en général, tu avais des bandes d'arrêt d'urgence ou des trucs pour rouler sur le côté. Donc, franchement, là-dessus, moi, j'ai pas eu peur du tout, quoi. Geoffroy, il pourrait pas rouler là-bas. Non, c'est mort. Tout de suite. Trop de danger. Il se prendrait de bec avec un automobiliste. En il irait en tôle direct. Troisième jour, donc il serait calmé direct. Non, c'est faux. Et des animaux, des trucs comme ça, parce que sur des grandes. Des condors. Ouais, je sais pas, des chiens errants, des trucs comme ça, parce que ça peut faire un peu flipper quand t'es en vélo aussi. Ouais, bah des chiens, il y en avait plein, et c'était un truc qui me faisait un peu flipper parce que en fait, j'avais pas eu le temps de faire le vaccin contre la rage avant de partir. Et du coup, ça me faisait un peu flipper. Et en fait, je me suis rendu compte que les chiens errants, en fait, ils font leur vie et du coup, ils me laissaient tranquille, quoi. En gros, il y en avait pas mal en Bolivie au bord des routes ou même au Chili dans les villes et tout. Mais en fait, voilà, ils font leur vie, ils me font pas chier, quoi. Donc, moi, je passais tranquille. Et je me suis fait courser, tu vois, 2-3 fois par des chiens, mais c'était pas des chiens errants, c'était plus des chiens qui étaient là avec quelqu'un et qui voulaient plus défendre leur territoire ou quoi. Mais en fait, eux, ils me coursaient, puis une fois qu'on était assez loin de chez eux, ils faisaient demi-tour, quoi. Donc eux, ils me faisaient flipper, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça allait, ouais. Le chien de défense du territoire, quoi. Ouais, il veut même pas chercher de la bouffe ou. Non, c'est juste, t'es chez eux en fait, donc voilà, il veut juste t'accompagner dehors, il t'aboie dessus et tout, il court. Moi j'étais à fond, il courait, il avait le temps de grogner en même temps. Donc ça, c'est un peu flippant, mais en fait, voilà, j'ai pas eu de soucis, quoi. Je me suis pas fait mordre les mollets. Et même quand tu dormais un peu avec la tente, quand tu posais la tente quelque part? Des fois, il y avait des chiens qui venaient pour réclamer à manger, mais en fait, ils étaient pas agressifs, tu vois, donc en fait, j'ai pas eu de soucis, quoi. Et tu croises personne la nuit, justement, quand t'es dans ton bivouac? Tu te dis pas, j'espère que personne va passer, moi petit touriste avec mon vélo? En vrai, quand t'es un occidental avec un vélo qui vaut forcément un peu cher, t'arrives dans des pays où, tu vois, la Bolivie, les gens ils vivent avec rien et tout, donc forcément, tu te dis, il peut m'arriver des trucs. Après, quand je me sentais pas très à l'aise, je prenais un hôtel ou je prenais un truc pour me mettre un peu en sécurité. Franchement, c'est pas arrivé très souvent, mais voilà, du coup, dès que j'étais pas à l'aise, je prends un hôtel et voilà. Ouais, tu dormais pas dehors dans la tente? Non, tu vois, je dormais pas typiquement dans les villes, je dors pas dans ma tente, quoi. Je prends un truc. Voilà, et sinon après dans les zones où il n'y a pas grand monde, tu te planques en fait, enfin tu vois, tu cherches un coin sympa, tu essaies de sortir un peu de la route et du coup le mec qui te tombe dessus, faut déjà qu'il te tombe dessus, il faut qu'il soit mal intentionné, donc ça fait quand même beaucoup, je pense. Parce que le vélo tu l'attaches, tu peux pas, tu le laisses dehors, en dehors de la tente et je le laisse dehors et quand je crains quelque chose, tu vois, j'ai un petit antivol et je l'attache à lui-même et à la tente, mais voilà, le mec qui veut le prendre, il emporte la tente, tu vois, donc j'ai pas mon cutter. Moi ça te réveille, quoi. Ouais, c'est ça, tu t'en rendras compte, ça c'est sûr. Et quand tu poses ta tente comme ça, tu mangeais quoi? Tu prévoyais quoi pour manger, par exemple? Du coup j'avais un petit réchaud, donc j'avais de quoi faire du riz, des pâtes, enfin des trucs basiques, quoi. Et après tu manges un peu ce que tu trouves, tu vois, genre moi je sais, quand je suis en France, j'emporte du sauciflard, du fromage, des trucs sympas, quoi. Là-bas c'était plus compliqué de trouver des trucs bons sur cet aspect-là, quoi. T'as chassé un peu ou pas? Non, j'ai assez. Des serpents, des trucs. Ouais, classique. Bear Grylls, quoi. Non, et du coup pas mal de viande là-bas, non? En Argentine, ouais, mais du coup fallait la faire cuire, fallait la conserver, donc c'était pas évident, et les rares saucissons que j'ai testés, c'était pas trop ça. Mais sinon, du coup, souvent des pâtes. Moi, je mets du ketchup, en fait, ça c'est facile. Donc en fait, je fais plat de pâtes, je mets un peu de ketchup. Si j'ai du fromage, j'en mets dedans. Et voilà, sinon, le midi, je mange pas mal des chips, du pain. Enfin, un peu ce que tu trouves dans les supermarchés, quoi. J'ai pas bien mangé, hein. En vrai, parce qu'il faut quand même tenir, quoi. Il faut tenir l'effort, quoi. Enfin, il faut quand même s'alimenter correctement. Ouais, et puis sur le long terme, tu vois, 6 semaines, il y a un moment, t'en as un peu marre, quoi, de manger ces trucs-là, mais finalement, quand je pouvais, je me faisais des, tu vois, des restos ou des trucs sur le bord de la route, des snacks ou quoi, quand j'avais l'occasion de le faire. Tu t'arrêtes le midi, par exemple. Tu t'arrêtes le midi, ouais, tu trouves une station essence, tu prends un plat du jour ou un truc quand c'est possible, quoi. Donc ça permet de varier un peu.
Mais voilà. Mais quand t'enchaînais genre 6 heures, 8 heures de vélo, nous je sais qu'on bouffe 10 bars, on parle 4 alimentation gels, et t'es chaud quoi. Ah non, mais je me dis comment tu fais, tu bouffes des chips du coup, toi, tu t'avais pas de barres de céréales ou des trucs comme ça? Ouais, mais ça en fait, moi j'ai appris petit à petit que déjà ça dépend de l'intensité. Et du coup, moi je me connais assez, je vais doucement en fait. Je roule pas vite, je veux pas que mon effort il soit dur parce que en vrai, je suis pas, tu vois, je suis pas à 5 km près. Tu pars, tu sais que tu vas faire 6 semaines. En vrai, si tu fais 150 ou 200, tu t'en fous. Et du coup, moi je gère mon effort pour que ça soit facile et que ça du coup, ça consomme pas beaucoup. Et après, petit à petit, je pense que ton corps il s'habitue en fait. T'as ta lipolyse qui se met en route et finalement, t'as pas besoin de manger tant que ça. Moi tu vois typiquement je mettais de l'eau dans mes bidons il y a quelques années j'étais parti, j'avais essayé de foutre du coca ou des trucs mais en fait c'est chiant, 2 c'est sucré, à la fin t'en as marre et 3 en fait ça t'apporte pas tant que ça et là j'achetais des espèces de petits des sachets de biscuits tu vois que je trouvais et finalement ça passait. En Bolivie j'ai bouffé tu vois des petites gaufrettes industrielles là que tu trouves, ça j'en mangeais plein. Et en fait tu manges ce que tu trouves sur le bord ce que tu trouves à acheter quoi. Bon, après tu dis que t'allais pas vite, j'ai vu quelques sorties à toi quand même, ça traçait un peu quand même hein. Enfin c'était une bonne moyenne quoi. Chacun son niveau. Ouais, chacun son niveau, c'est ça. Non mais tu vois moi je fais ça, je suis obligé de bouffer tout le temps. Tu pousses pas fort quoi, tu pousses pas très fort et après ça dépend du dénivelé, ça dépend de plein de trucs aussi. Pendant combien de temps t'as pas pris de douche d'affilée? Alors moi en gros sur des trucs longs comme ça ce que je me mets comme condition c'est le soir trouver de l'eau pour prendre une douche et 2 laver mes affaires parce que en gros si tu commences à pas te doucher, surtout pas laver tes fringues au bout de 3 jours c'est cata quoi. Et je pense qu'il y a le max que j'ai fait sans douche parce que soit il faisait trop froid, soit c'était trop galère, soit voilà, c'est 3 jours et 3 jours c'est quand même long. Ouais, ça va. Ouais, ça va, mais au bout de 3 jours... Non, mais tu peux te dire que si tu traverses des zones désertiques et tout ça, bon... Ah, t'as mouillé le cuissard quand même, quoi. Au bout de 2 jours, ça commence à être un peu raide. Personne pour te servir un plat après. Si tu traverses des zones longues où il n'y a pas de civilisation, ça peut durer plus que 3 jours, quoi. Ouais, mais après, là, le problème, c'était vraiment de trouver de l'eau. Mais sinon, en fait, tu te laves... En gros, tu trouves une rivière et... Tu te plonges dedans une fois, tu sors, tu te laves, tu te remets dedans. Et, c'est pas une vraie douche, tu vois, comme on a l'habitude. C'est pas une douche chaude où tu restes 10 minutes ou voilà, où t'as le temps de bien te savonner, mais ça fait le taf, quoi. Il est allé jusqu'à Ushuaïa quand même. Pour le gel douche, bien joué. Non, après, c'est vrai que je comprends que Thibaut, blague. Je comprends que ça te perturbe un peu parce qu'on a fait une semaine avec toi à l'Alpe d'Huez et tu t'es pas lavé. Ah bah non. Donc du coup, 3 jours, c'est presque. Pourquoi faire? Et sur les rencontres un petit peu que tu as pu faire, on a parlé des chiens errants, etc. Mais est-ce qu'il y a des moments qui t'ont un peu marqué, des rencontres que tu as pu faire, des gens qui t'ont qui ont un peu marqué ton road trip? Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accueil des Argentins. Où moi j'avais lu plein de trucs où les gens qui disaient, qui racontaient leur voyage en disant ce qui m'a marqué c'est les rencontres et tout. Moi je me disais tu fais du vélo tout seul, tu veux un peu borner et tout. Moi je vais pas forcément faire des rencontres. Et en vrai j'ai rencontré vraiment plein de monde. Je parlais pas espagnol et il y avait peut-être au moins une dizaine de personnes par jour qui venaient me parler, qui me demandaient tu viens d'où, t'as fait quoi avant, tu vas où. Vraiment ils étaient hyper curieux, surtout en Argentine, hein. Hyper curieux et hyper le contact facile quoi. Donc ça moi j'étais surpris et c'était vraiment sympa du coup de pouvoir discuter un peu tous les jours, de pouvoir apprendre l'espagnol et ça m'a vraiment marqué. Ouais. Et t'as pas tenté le j'irai dormir chez vous? Est-ce que je peux venir ce soir manger avec vous ou dormir? Il y a des gens qui des fois me proposaient spontanément, tu vois. En Argentine, qui voyaient que du coup je cherchais à dormir ou quoi, ou alors je demandais je cherche un coin pour dormir ou quoi. Ça m'est arrivé qu'on me propose une douche, tu vois, ou voilà. Mais du coup ça pas fréquemment quoi. Mais je pense que si tu veux le faire, je pense qu'en Argentine c'est vraiment facile parce que les gens ont, je sais pas, une culture de l'accueil qui est impressionnante. C'est bon à savoir pour préparer le prochain voyage. Et quand ils te le proposaient, t'acceptais? Il y a des fois où oui, et les rares fois où j'avais déjà posé ma tente. En fait, une fois je pose ma tente et il y a un mec qui me dit si tu veux, c'était un mec qui bossait sur un chantier, il me dit si tu veux, il y a une douche et de quoi dormir au sec. Donc là, j'aurais dû prendre la douche, a posteriori je l'ai pas pris, mais voilà, mais du coup, quand c'est possible, oui quoi. Après, tu passes la soirée avec un mec qui parle pas la même langue et du coup, ça peut être long.
Et t'as immortalisé un peu ces moments d'une manière ou d'une autre, alors à travers des photos j'imagine, mais est-ce que tu t'es dit, je sais pas, tiens, je prends une GoPro, une petite caméra, je vais filmer des passages et tout ça ou... J'avais mon iPhone avec l'appareil de l'iPhone, donc c'est pas génial. J'avais en fait ça demande un peu d'orgas, tout ça, tu vois, prendre une GoPro, faire des... Enfin, il y en a qui se baladent avec des drones ou quoi, mais... Ouais, bon. Sur 6000 bornes. Non, j'en ai croisé quand je suis arrivé en Bolivie, j'ai croisé un Français à La Paz qui revenait de 2 semaines en Bolivie, et du coup, lui, il s'était fait 2 semaines en Bolivie avec un drone. Donc il transportait son drone et tout. Alors, il m'a montré les images, c'était magnifique. Mais voilà, faut transporter, faut prendre le temps de le faire aussi. Faut piloter le drone peut-être ou c'est... Lui, il arrivait à le piloter en roulant sur son vélo. Ouais, donc il a fait des plans, c'était magnifique. Il y avait toute une équipe, ils étaient 3-4. C'était méga. Il y avait un hélico aussi. Ouais, c'est pas le même budget du coup. C'est pas très écolo non plus. Et ton pire moment, un moment de solitude ou un moment où tu t'es dit bon, qu'est-ce que ça fait 2 semaines, je vais peut-être prendre mon billet plus tôt. Ouais, ça c'est facile, c'est le vent. En gros, en Argentine, tu vois, moi j'avais déjà vu du vent en France. Tu vas rouler en chevreuse des fois l'hiver, t'as 30 km/h de face, t'es pas content, tu fais demi-tour, tu l'as dans le dos, c'est cool. Tu vas rouler un peu en montagne, des fois t'as des vents thermiques et tout, tu trouves c'est fort et tout machin. Mais là-bas, en gros, moi ça a dépassé de loin tout ce que je connaissais. Il y a un jour où il y avait tellement de vent, j'étais sur une route, en gros c'était du goudron et tout, c'était bien. Il y avait tellement de vent que j'ai dû pousser mon vélo. Il y a même des moments où j'ai dû m'arrêter. En gros, me mettre, poser le vélo et m'accroupir parce que en fait, je tenais pas debout, quoi. Et ce jour-là, du coup, je me relève après et je prends mon vélo. Et là, le vélo, il se met en drapeau avec les sacoches et tout. Pour te dire le truc, ça sert à rien. Et du coup, ça m'a vraiment marqué, tu vois. Et ça, c'est... Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, tu peux même pas sortir la tente pour la... En vrai, c'est ça le vrai problème, c'est que tu es obligé de trouver un coin pour t'abriter en fait, parce que en fait le vent il est tellement fort, tu peux pas monter ta tente, c'est pas possible. Et du coup en fait tu peux pas rouler non plus. Tu peux pas rouler, ou alors tu pousses, mais enfin voilà, et du coup t'attends que ça passe en fait. Et ce que je regardais en gros il y a toute une période où je regardais pas la météo, mais je regardais la carte des vents, parce que en fait il y avait du coup une échelle de couleurs. Du coup, vert, c'était vent faible, tu vois, genre entre 15 et 25 km/h. Il y avait orange après, c'était le truc d'après. Et il y avait rouge. Et il y a une fois où pendant 3 jours, j'étais dans le truc rouge. Et je peux te dire que j'ai pleuré, quoi. T'as failli faire demi-tour. Bah, en fait, tu fais demi-tour, horrible. Mais après... Là, t'as vent dans le dos, tu rentres direct en Bolivie. 2 heures. Tu mets la voile et c'est parti, quoi. Non, mais en plus, j'avais même pas forcément de face, tu vois, je l'avais plutôt latéral. Mais le problème, c'est dès que t'as une portion de route où tu l'as un peu de face, 3/4 de face, c'est infernal. Oui, puis t'avais un vélo avec une prise au vent. On invite tout le monde à aller voir sur Strava. Il y avait aucun espace disponible sur le 4, quoi. Et je me suis posé la question d'enlever la sacoche de 4 justement à des moments parce que je me disais, si ça se trouve, ça va aller mieux, quoi. Et ça suffit pas. Non, je l'ai pas testé du coup. Mais j'ai croisé un mec plus tard, du coup un Espagnol qui a été passé au même endroit. Et lui, il s'est fait carrément faire renverser par le vent. En gros, il avait un vélo bien chargé avec une petite remorque. Et en gros, le vent l'a renversé, quoi. Donc c'est pour te dire à quel point ça souffle fort. Le danger est partout, quoi. C'est là où il faut un petit moteur électrique dans le cadre. Et là, quand t'es face au vent, bim. Et après tu recharges quand tu l'as dans le dos. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'as roulé un peu avec des mecs ou... Non, j'en ai croisé. J'en ai croisé ou récupéré quelques-uns. Mais en fait, c'était la plupart du temps plus des voyageurs au long cours, quoi. Du coup, ils étaient souvent très chargés. Et du coup, ils faisaient, tu vois, 40-50 km par jour. Donc, ouais, tu les as brûlés, quoi. Non, mais tu vois, quand j'étais en Bolivie, j'ai croisé une famille de 4 Français, 2 adultes et 2 enfants qui étaient partis depuis, je crois, 1 an. Et du coup, ils étaient là, ils se baladaient, mais moi, je les ai croisés le matin. Eux, ils faisaient 40-50 km par jour. Moi, j'en faisais plutôt 150-200. Du coup, ça devient vite, en fait, des rythmes trop différents pour pouvoir partager du temps, quoi. Ouais, les enfants, ils n'ont pas les mêmes mollets, c'est clair. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à partager, enfin, au-delà du vent où c'était un moment horrible, est-ce que tu as des souvenirs marquants? Bah du coup, ouais, le vent, ça m'a vraiment marqué. Plusieurs fois. Et du coup, j'ai fait la Bolivie au début, après je suis passé en Argentine. Ensuite, du coup, je voulais aller au Chili.
Et quand j'ai pris mes billets, en fait, les frontières terrestres du Chili devaient ouvrir genre le 1er décembre. Donc je m'étais dit c'est bon. Après, ils ont décalé au 15 décembre. Ensuite, quand j'étais sur place, ils ont décalé au 4 janvier. À cause du Covid ? À cause du Covid et du variant. Du coup, ils décalaient petit à petit et finalement, ça n'a pas ouvert. Donc je me suis retrouvé en fait à vouloir passer une frontière qui était fermée. Et du coup, là, ça c'était vraiment compliqué. C'était à cause du Covid, je le savais avant de partir que ça serait galère. Mais du coup, le passage des frontières, ça a été vraiment compliqué, quoi. J'ai perdu pas mal de temps. C'était fatigant aussi, j'ai dû faire des détours, typiquement pour sortir de Bolivie. Je voulais passer au Chili. Je savais que la frontière elle était fermée, mais je suis allé voir quand même. Je me suis dit je vais tester et tout machin. Finalement le mec m'a dit mais en gros t'es mignon, mais si tu veux passer tu prends l'avion. Du coup j'ai dû remonter en Bolivie et ça m'a pris 4 jours pour contourner, pour trouver une frontière ouverte pour passer en Argentine. Et j'ai pas pu aller au Chili. Donc tu vois c'est des trucs comme ça. 4 jours de bus, j'ai fait je sais plus 1000 km. Enfin ça a été vraiment infernal. Ouais c'est pas mal d'imprévus. C'est pas mal d'imprévus où t'es obligé de t'adapter faut pas avoir trop. Enfin, moi en tout cas, j'avais pas vraiment de vision à l'avance, tu vois, de où j'allais passer. J'ai essayé de récupérer de l'information parce que c'est compliqué de choper de l'information, de savoir quelle frontière était ouverte, pas ouverte, quelle frontière était ouverte aux touristes. Du coup, ça c'était vraiment compliqué. Et puis voilà, c'était vraiment. Ouais, et puis il y avait pas mal de frontières à traverser finalement parce que. Enfin, le truc idéal, ça aurait été de pouvoir sortir de Bolivie au Chili. Et passer peut-être de passer dans l'Atacama du coup, dans le désert d'Atacama et repasser en Argentine. Ça j'ai pas pu le faire. Et après c'est pareil, je suis finalement rentré au Chili en prenant un avion parce que c'était le seul point ouvert en gros avec le Covid. Parce que les Chiliens ils testent tout le monde en fait. Tous les gens qui rentrent sur le territoire, tu descends de l'avion, t'as un test PCR direct. Et après t'es en quarantaine jusqu'à ce que t'aies ton résultat de test PCR négatif. Ah oui. Et t'avais besoin de visa justement entre les pays ou t'avais préparé ça à l'avance, t'avais fait ça sur place? En fait, quand t'as le bon passeport, en l'occurrence un passeport français par exemple, en gros tu te présentes et t'as des visas gratuits, des visas de touristes pour 30, 60 ou 90 jours. Il faut demander une durée, tu vois. Donc ça, ok, bon, ça c'est cool. Ouais, c'est assez cool. Donc ça, c'était pas du tout à préparer. Et heureusement finalement parce que du coup, sinon j'aurais pas eu les bonnes dates, j'aurais bien galéré. Et c'est quoi du coup le meilleur souvenir que t'as eu ou le meilleur paysage, celui que t'as préféré? Je pense que c'est le sud de la Bolivie. En Bolivie, t'as un désert de sel qui fait, je sais plus combien il fait, mais en gros pour le traverser c'était 120 km. Et du coup, je me suis traversé le désert à vélo. Il me semble que j'ai des photos. Et ça, c'est vraiment des trucs, t'en vois pas en Europe pour le coup. Tu vois pas des paysages comme ça où t'es au milieu d'une étendue toute blanche. T'as des îles en fait, des petites îles au milieu du désert. T'as quelques îles avec des cactus. C'est des trucs, moi je pensais pas que ça existait quoi. Et du coup, j'ai traversé ce truc. Au début, j'étais à la boussole parce qu'en fait, en gros, t'as que du blanc autour de toi quoi. Donc, je visais le sud à peu près. Après, petit à petit, plus tu avances, plus tu vois les îles, donc tu les vois se rapprocher, mais tu commences à les voir genre 40 km avant, donc tu sais, le temps qu'elles se rapprochent, c'est un peu comme en bateau, je pense. Et après, du coup, je me suis posé sur une île, après j'ai traversé ce truc, et ouais, ça c'est vraiment marquant. Hein. T'étais pas tout blanc aussi? Bah si, j'étais tout blanc, parce qu'en fait, il y avait une petite couche d'eau sur le désert. Et je pense que en cours de saison humide, la couche d'eau c'est plutôt 40 cm, donc en fait c'est impraticable. Donc là j'ai eu de la chance de pouvoir passer. Et du coup avec les projections et tout, au final j'étais tout blanc plein de sel quoi. Donc ça nique pas le vélo ça? Ça nique pas le vélo? C'est le premier truc que j'ai fait en sortant, j'ai trouvé de l'eau, j'ai lavé toutes mes affaires et lavé le vélo quoi. Parce que le sel, ça donne pas soif aussi un peu? Si, et en plus l'eau que je trouvais autour, l'eau que j'avais trouvée la veille, elle était un peu salée. C'était un peu bizarre. L'impression de boire la mer, quoi. C'est pas terrible. Et t'avais pas peur de te perdre un peu là-dedans, justement? J'avais une boussole, quoi. Ouais, mais ça doit être un peu perturbant, justement, de pas avoir trop de points de repère et tout. C'est vrai que c'est différent, mais c'était tellement nouveau pour moi que, au final, j'étais juste content d'être là, quoi. Donc je me suis même pas posé la question. T'as juste pris des photos et... Ouais, j'ai pris des photos, je me suis posé et tout au milieu. Et, j'aurais bien aimé me poser une nuit de plus, tu vois, une nuit au milieu sur une île, mais j'avais pas prévu assez d'eau. Mais ouais, sinon c'était vraiment cool quoi. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es arrivé, t'as posé le vélo le dernier kilomètre et là tu t'es dit c'est fini, j'ai mon avion dans je sais pas 2-3 jours?
T'as versé ta petite larme, c'était quoi tes émotions un peu? Je voulais pas arriver à la fin, j'avais du mal à faire les derniers kilomètres. C'était un peu bizarre, tu vois, les 100 derniers. Exprès. Ouais, non, mais les 100 derniers, j'avançais doucement et tout, je voulais pas que ça se termine, quoi. Pourtant, j'étais fatigué. J'étais content de rentrer et tout, mais ouais, je sais pas, c'était un peu bizarre. Ouais, c'est comme la fin des vacances, quoi. C'est un peu ça. Surtout, tu savais ce qui allait revenir quand tu rentrais en ouais, France aussi. Retour dans l'hiver parisien, reprise du boulot, tout ça, ouais. Et combien ça coûte C'est exactement ce que je voulais demander. Alors, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure. Du coup, moi, combien ça m'a coûté en gros, moi, j'ai pris les billets d'avion fin novembre pour partir 10 décembre, donc en gros, à peine 2 semaines avant, donc je pense que c'était vraiment de last minute. Les billets d'avion, ça m'a coûté à peu près de 2 000 €. Donc ça, c'était le gros poste de dépense. Je pense que si tu t'y prends à l'avance, que tu es prévoyant et tout ça, c'est un truc que tu peux vraiment réduire. Enfin, je pense qu'il y a des allers-retours à Buenos Aires, par exemple, pour 500 €. Donc après, il faut encore bouger à l'intérieur de l'Amérique du Sud. Mais tu vois, c'est en ordre de grandeur. Je pense que si tu t'y prends plus tôt, tu peux au moins diviser par 2. Et après, la vie là-bas, elle est pas chère. La Bolivie, c'est pas cher du tout. Genre, ce qu'ils appellent un hôtel, après, c'est pas les mêmes référentiels que chez nous, mais en gros, un hôtel, c'est 10 €, quoi. Tu manges pour 2-3 € un plat avec un plat consistant, quoi. Donc là, ça coûte pas cher. L'Argentine, c'est un peu compliqué avec l'inflation, tout ça, mais globalement, quand tu arrives avec des euros, tu peux les changer à un taux intéressant, du coup, c'est pas cher non plus. Le Chili, par contre, c'était un peu plus cher, mais globalement, tout compris, j'avais à peu près un peu plus de 2 000 € de billets d'avion et j'avais un peu plus de 1 500 € sur place pour manger, dormir, tout ça. Vélo compris dans billet d'avion, ouais, dans une case en dur. Alors moi, ce que je fais, j'ai une petite technique, c'est que je démonte tout. Si t'es bricoleur, c'est bon à savoir. Mais, mais il a mis le bémol, si t'es bricoleur. Ouais, voilà. Après, voilà, si t'as du mal à réparer tout, un peu, c'est vraiment, tu vas en profondeur. Je démonte les roues, je démonte le pédalier, le dérailleur, je démonte la fourche, je démonte la tige de selle. Après, tu peux aller plus loin, mais je démonte. Donc ça fait pas mal de trucs. Ça te permet de rentrer tout dans une valise. Et ça, en fait, je le rentre dans un carton. Tu sais, les cartons de vélo. Tu vois les cartons de vélo que les vélocistes utilisent, enfin qu'ils ont quand ils achètent des vélos. Des vélos neufs, ouais. Ouais, et tu récupères ça et en fait après je le découpe au plus petit possible. Et ça en général ça passe en soute normale en fait, comme un bagage normal. Mais c'est bien protégé parce que même démonté, ils doivent balancer ça comme des malpropres. Alors en fait, dans l'avion. Je fais ça et après ma technique c'est de caler avec mes affaires. Tu vois la tente, les fringues, tu cales ça dans le carton. Et du coup, c'est plutôt compact et finalement j'ai jamais rien cassé. Ok. T'as de la graisse sur tous tes t-shirts, mais ouais, c'est pas grave, t'as protégé ton vélo, c'est l'essentiel. Et quand tu pars tout seul, ça va très bien. Justement, tu parlais de tes affaires. J'avais une question sur la tente tout à l'heure. Quel type de tente 2 ou 3 secondes tu prends? Non, mais parce que ça peut prendre beaucoup de place. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait évoluer les tentes aujourd'hui, même à Decathlon ou des trucs comme ça. Mais elle prend quel volume? Comment tu l'attaches sur le vélo? Du coup, j'ai une tente de bivouac, tu vois, un truc un peu léger. Tu peux en trouver, tu peux trouver sur MSR, c'est une marque assez connue de tente. C'est assez cher, tu peux trouver les équivalents sur AliExpress ou trucs comme ça. Et finalement, c'est une tente qui pèse entre 1 kg et 1,5 kg, donc c'est vraiment léger pour une tente. Et en termes de volume, en gros... Comme un duvet, un truc comme ça à peu près? C'est peut-être un duvet bien compact et un peu plus long, quoi. Ok. Enfin, avec un diamètre plus petit. Tu mets à l'arrière de la selle là qui fait. Et du coup, moi je l'accroche sur le prolongateur. Ah, sur le prolongateur. Ouais. Ah, t'as des prolongateurs quand même. Ouais. Ah ouais, ça, pour le coup. Quand il y a du vent. Ouais, quand il y a du vent. Mais ça, je les ai utilisés peut-être la moitié du temps en Argentine. J'étais trop content de les avoir. Ah ouais, d'accord. Ça permet de changer un peu de position. J'aurais pas dit. Quand t'as du vent, en fait, c'est trop bien, quoi. Ouais, quand t'as du vent, mais après, si t'as du gros vent latéral. Là, je les mets. Là, pour le coup, je les utilisais pas. Mais quand t'as du vent un peu 3/4 face ou quoi, que c'est pas trop fort, c'est vraiment cool. Ouais. Puis ça te fait un support, c'est pas mal. Oui. Et non, c'est vrai, ça fait un support. Ouais, mais j'ai pu ramener un écran d'ordinateur grâce au prolongateur. Le jour premier jour du confinement, je suis rentré à vélo, j'avais un écran à ramener, heureusement qu'il y avait les prolongateurs. Ouais, il avait mis sa trace GPS, c'était incroyable, c'était une Tesla. Très bien, non mais c'est bon à savoir. Je m'attendais pas à ça, quoi. Petit tips. Merci. Écoutez, pour les geeks. Si vous avez besoin de ramener un écran d'ordinateur, vous pouvez utiliser vos prolongues.
Merci Mélène. Bah, du coup, Yvan n'avait pas ça, malheureusement. Non, Yvan, il n'avait pas d'écran d'ordinateur. Pas, non. Bah, faut le recharger et tout, c'est chiant, quoi. Ça marche, messieurs. Est-ce que vous avez une dernière question, peut-être? Bah, quelle est ta nouvelle bière préférée, Latinos? Latinos, quelle est ta bière Latinos préférée? C'est la tradition, et vu que tu es déjà venu... Mais tu sais que je parle pas espagnol, et du coup je savais pas que Pinta ça voulait dire bière. Ah là. On a fait tout ça pour rien. On pourrait en tout cas se lancer en Amérique latine. Non, du coup, ça n'a pas changé. Moi, j'aime bien la Carlsberg. Voilà. Plus dur à trouver là-bas, mais plus dur à trouver. Du coup, vous m'avez gâté ce soir. On savait, on a réécouté l'épisode précédent. La régalade. On boit des petites Corona d'ailleurs ce soir. Donc exactement, c'est bien local. Un truc local un peu. T'as pas découvert une petite bière Bah, en vrai, ils avaient plein de bonnes bières. Ils font pas mal, notamment en Argentine, dans les petits bars, ils font leur propre bière. Mais pour le coup, les noms et tout, je pense que c'est pas très connu. Et puis, moi, c'est pas les trucs qui me marquent. Donc, puis après 200 km de vélo, une bière, tu te souviens plus de rien. Non, mais tu sais, t'as les, comme ici, je pense, t'as des bières un peu du commerce et tout. Là, ils ont plein de trucs. Et franchement, il y en a des. Moi, j'en ai testé pas mal, il y en a des pas mal. Et après, du coup, dans les bars, t'as souvent des petites bières locales et tout. Qui brassent. Enfin, pas qui brassent, mais tu vois, qui font eux-mêmes. Ouais, des trucs artisanales, ouais, ça, et du coup ouais, c'est pas mal. Très bien. Bah écoute, Yvan, merci beaucoup d'avoir repris le micro avec nous, d'avoir partagé un petit peu ton aventure. Ultra cycling, ouais, qui est full autonomie. Très dépaysante, qui nous donne un petit peu de chaleur dans ces temps un peu gris parisiens. Ouais. Ça donne envie d'aller tester ça. Est-ce que ça vous donne envie de faire de longues distances en vélo, messieurs? Ouais, je ferais déjà un petit Paris-Chartres, histoire de me lancer. Ah oui. En full autonomie, attention. Avec l'écran sur les prolongateurs. Ouais, c'est clair. Non, on va y aller petit à petit, on enlèvera les roulettes plus tard. Et c'est quoi ton prochain challenge, du coup? Triathlon ou autre? Non, mais là, tu vois, je commence un nouveau boulot. Je vais bosser un peu. Donc, je viens de rentrer. Je sais pas du tout. Tu vois, la saison triathlon, je sais même pas s'il va y en avoir une pour moi. Je vais faire le duathlon avec mon club, mais sinon, là, j'ai pas encore. Ça se trouve, je ferai en brun, j'en sais rien. Mais tu vois, je me projette pas du tout en fait. Ouais, non, et je suis plutôt du genre à prévoir les trucs un peu dernière minute. Tu vois, donc pour l'instant, je vais me concentrer sur mon boulot et prendre un peu de temps aussi quoi. On va suivre tout ça du coup. Ouais. Réatterrir un peu aussi. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Et puis, mine de rien, 6 semaines, c'est chouette comme truc, mais c'est long et tout ça. Et là tu me proposes de repartir 6 semaines, j'y vais pas. Faut se refaire un peu. Ouais, exactement. De toute façon, je pense qu'il allait pas te le proposer, mais au cas où Mélène ne propose pas. Ouais, j'ai été sympa. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre hein, si on veut regarder un petit peu toutes tes photos, du coup, j'ai mis plein de trucs, plein de photos et tout sur Strava. J'ai essayé de partager pas mal de trucs. Je pense que tout est ouvert et j'ai mis quelques photos sur Insta aussi. J'ai essayé de partager les trucs, même si voilà, ça c'est pas trop mon truc, mais voilà, j'ai essayé de faire vivre en quelque sorte de loin le truc. Et du coup, j'ai mon compte Instagram, c'est Yves Bave, et mon Strava, Yvan Bavard. Voilà. Exactement, c'est grâce à ça qu'on a pu suivre un petit peu ton parcours et qu'on a décidé de t'inviter aujourd'hui. Et nous, messieurs, où est-ce qu'on peut nous suivre? Très très bonne question. Ça fait longtemps, j'ai oublié maintenant. C'est pour ça que je te pose la question. Réponds. Alors sur Instagram, pptc_tri et sur Strava, pptc-tri. Et on vous invite à nous suivre, bien sûr, et à suivre Yvan. Merci. Et ça. Merci, Joji. Il a été très très bon. Et à nous suivre aussi, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Minimum sur Apple Podcast, un petit commentaire, on les lit tous, ça fait plaisir. Et ça permet au podcast de se faire connaître aussi. Et ouais, pareil, même sur Instagram, on reçoit de temps en temps des petits messages, souvent très sympathiques, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer un petit peu cette aventure et vous partagez tout ça. Tout à fait. Et des aventures comme celle d'Yvan. Partagez le podcast aussi au maximum. Et n'hésitez pas à souscrire sur YouTube. Spotify, on peut souscrire aussi. Comme ça, vous êtes informés dès qu'il y a un épisode qui sort. Tout à fait. Et puis... surtout, n'oubliez pas que l'important... c'est le club. C'est le club. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Bisous. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.